dur des sujets avec un sujet qui nous tenait à cœur, et en particulier, je tiens à remercier aussi Maxime qui porte ce sujet-là depuis quelques mois, et sur lequel on travaille à affiner le sujet, et aussi je remercierai après les invités, mais Maxime s'en chargera. Ça nous a semblé important d'avoir ce temps d'échange sur un sujet ô combien passionnel et ô combien conflictuel, un sujet qu'on a souhaité aborder, et j'ai confiance en nous collectivement, qu'on a souhaité aborder de manière justement dépassionnée et qu'il ne soit pas conflictuel, pour évidemment, à travers des invités engagés, mais surtout experts de leur sujet, et c'est ce qui nous a semblé important, pour pouvoir avoir un œil évidemment sachant, mais aussi critique, et qu'on puisse chacune et chacun dans le cadre de nos parcours personnels, construire nos positions avec, et je pense que c'est important dans le cadre de débats politiques que l'on a eu, de savoir aussi que quand on est au Parti Socialiste, le Parti Socialiste a un sujet, a une histoire forte aussi sur ce conflit depuis de très nombreuses années, et ça implique aussi des positions claires sur ce sujet-là, sur lesquelles on pourra revenir, mais aussi le soutien à une paix, le soutien à une solution à deux États, le soutien aux acteurs de part et d'autre, mais on pourra en revenir, puisqu'on voit aussi qu'on est dans un moment où sur l'échiquier politique, beaucoup ont une absence de construction intellectuelle, je pense, à mon avis, et on voit des prises de position qui sont quand même pas à la hauteur du débat qu'on devrait avoir. Ça, c'est un autre sujet, et donc c'est aussi notre travail en tant que militant d'un parti politique, c'est quelque chose de noble, que de construire une prise de position argumentée et construite, et à notre humble position, on va essayer d'y œuvrer ce soir. Donc voilà, à nouveau, merci à nos invités, puis je vais laisser Maxime présenter et animer ce débat-là ce soir. Merci. Merci beaucoup. Déjà, merci à tous d'être venus et d'être aussi présents, aussi nombreux. Alors, comme vous voyez, malheureusement, c'est une table très masculine. Et je m'en excuse. Normalement, Anna Souline était prévue ce soir. Malheureusement, elle s'est décommandée pour un petit souci de santé. Donc elle m'a écrit cet après-midi, elle n'avait personne des guerrières de la paix pour la remplacer au pied levé. Donc voilà, il n'y aura que deux. Mais quels invités sont-ils? Mais voilà, malheureusement, Anna Assouline a dû décommander et elle s'excuse. Pour revenir un peu aussi rapidement sur la genèse et la volonté d'organiser ce débat, moi je savais qu'en le proposant à Kevin, ça allait être un débat un peu touchy, je n'en doutais pas. Depuis le 7 octobre, comme avant, mais ça s'est accentué aujourd'hui depuis peu, il y a des discours, moi j'entends des discours comme beaucoup, comme tous, très violents, très agressifs, très guerriers, et rarement on donne la parole à des gens qui sont pour la paix, à des gens qui veulent réfléchir calmement, intelligemment, collectivement. Et je considère que le Parti Socialiste doit donner la parole à ces gens-là, parce qu'on est un parti qui avons une histoire, qui s'inscrivons dans le temps long, dans le temps aussi du pouvoir, et qu'à ce titre-là, nous devons avoir une réflexion globale sur ce qui se passe là-bas. Et si les médias ne donnent pas la parole, ou peu la parole à des gens pour la paix, je pense que nous, on peut le faire. Et je suis très heureux que mes invités aient accepté de venir ce soir, et à Kevin d'avoir accepté ma proposition de débat. Avant de vous présenter les invités et de les laisser prendre la parole, comme l'a dit Kevin, je vous invite à un débat tempéré, modéré, calme. Je sais que le sujet est tensieux, il y a beaucoup de tension dans le sujet, je sais qu'il y a beaucoup de convictions, que voilà, les gens parlent avec beaucoup d'émotions parfois, parce que ça touche beaucoup de monde, qui ont de la famille là-bas ou pas d'ailleurs. Et voilà, je vous invite à un débat calme, mesuré, tempéré dans vos futures prises de parole, parce que, comme vous avez l'habitude, mais pour ceux qui ne connaissent pas, les nouveaux venus au PS 18e ce soir, donc je vais vous laisser mes deux invités prendre la parole pour une dizaine de minutes à peu près, présenter vos sujets avec une question que je vous poserai. Et ensuite, vous pourrez prendre la parole, donner votre avis, leur poser des questions, en respectant au mieux, évidemment, l'alternance homme-femme. Puisque là, il n'y a pas d'alternance. Là, il n'y en a pas, malheureusement. Mais on respectera au mieux dans les prises de parole extérieures. Une égalité de temps de parole. Exactement. Et voilà, et en conclusion, voilà, pour vous dire que souvent on entend l'expression, voilà, je sais que ce soir on ne réglera pas le conflit, ça serait un peu ambitieux,
Je n'ai pas cette ambition-là et cette envergure-là. Mais je pense qu'on peut réfléchir collectivement à la question. Je pense qu'on peut se former, qu'on peut avoir des éléments de langage, de la réflexion là-dessus, que c'est un sujet qu'on entend tout le temps et que moi, le premier, je ne sais pas toujours quoi répondre, hormis avec mes émotions. Et je trouvais ça intéressant justement d'avoir, au-delà des gens de conviction, des experts aussi qui peuvent nous apporter un éclairage intéressant. Et quand on parlera, voilà, petit mot de la fin, quand on dit exporter le conflit, j'aimerais bien qu'on plutôt on parle d'exporter là-bas un processus de paix, et que si nous on peut aider, ben moi j'en serais très heureux. Alors je vais vous présenter nos invités, à commencer par Ziad Majed. Donc vous êtes né en 70, vous m'arrêtez si je me trompe à un moment, n'hésitez pas. Je ne savais pas qu'il y avait je vous présente. Okay. Juste après les accords d'Oslo, je ne sais pas comment organiser ça dans la hiérarchie. Mais voilà, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me reprendre. Vous êtes politologue, professeur universitaire et chercheur franco-libanais. Jusque-là, c'est bon? Vous avez fait études en sciences politiques, en sciences économiques et littérature arabe à l'université américaine de Beyrouth. Vous avez travaillé avec la Croix-Rouge libanaise. En 1999, vous avez rejoint l'Institut international pour la démocratie à Stockholm. En 2001, donc de retour à Beyrouth, vous avez écrit pour le programme des Nations Unies pour le développement. Et en 2006, vous êtes installé en France, où vous avez passé un doctorat en sciences politiques. Vous avez cofondé le mouvement de la gauche démocratique en 2004 et participé au soulèvement de l'indépendance en 2005 au Liban. Depuis 2010, vous êtes enseignant expert sur les questions du Moyen-Orient et des relations internationales à l'Université américaine de Paris. Et vous continuez d'être très actif politiquement au Liban, où vous animez des blogs en arabe, anglais et français. Et là, je suis obligé de remercier Geneviève Garrigos, qui est avec nous ce soir, donc conseillère de Paris, ancienne présidente de Amnesty International, et qui nous a mis en relation. Donc merci Geneviève, et merci pour ta présence ce soir. Et donc je vous pose déjà la première question, auquel vous n'aurez pas à répondre, ça laisse le temps de réfléchir. Le temps que prend notre deuxième invité. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir à la question. Quelle analyse faites-vous de la situation là-bas? Quelles sont les conditions pour vous pour établir un chemin vers la paix? Est-ce que ce chemin existe? Et moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que les acteurs sont déjà sur place ou il faut réfléchir à tout changer, tout bouleverser? Et là, à l'heure actuelle, c'est impossible par rapport aux acteurs qu'on a de chaque côté. Ilan Rozanquier, donc du coup notre second invité. Alors, vous m'arrêtez aussi, je pense que la première phrase vous ira si je vous dis que vous êtes un militant de la paix. Un militant de la paix avant tout, vous êtes sociologue de formation, vous avez cofondé et présidé le mouvement Shalom Arshav, qui signifie la paix maintenant. Donc c'est un mouvement israélien extra-parlementaire, je l'ai appris, créé en 1978. Vous êtes indépendant des partis politiques, mais je ne trahis aucun secret si vous êtes classé à gauche. Votre objectif est de promouvoir la solution à 2 États. Et votre mouvement vise à convaincre l'opinion publique et le gouvernement israélien de parvenir à la négociation, par une négociation à une paix juste et durable basée sur un principe 2 peuples, 2 États. Depuis votre création, votre mouvement s'engage pour que soit reconnu le droit d'Israël à exister dans des frontières sûres et qu'Israël reconnaisse ce même droit aux pays voisins et à une autorité palestinienne indépendante. Depuis le 7 octobre, sur le 7 octobre et l'avenir de paix qui en découle, vous avez déclaré « Tout a changé, tout doit être repensé et reconstruit. La confiance, la dimension essentielle de l'État d'Israël, liée à la haine anti-juive des milices islamistes palestiniennes, la recrudescence partout de l'antisémitisme, à la recherche d'une voie politique plus nécessaire et difficile. » Et donc la question que je vous pose après, du coup, pour vous laisser aussi le temps de la réflexion. À votre avis, vous qui parlez de reconstruction, comment voyez-vous le chemin à suivre pour arriver justement à un nouveau processus de paix au Moyen-Orient? Et donc, je laisse la parole à mon premier invité. Okay. Bon. Merci beaucoup pour l'introduction et merci pour cette invitation et merci à Geneviève d'avoir proposé mon nom. Alors, la question, elle est extrêmement difficile. Je ne prétends pas avoir des certitudes en ce moment. Il me semble que ces 3 derniers mois sont un changement de paradigme et un changement radical dans la situation du Proche-Orient en général et évidemment de la question israélo-palestinienne. Mais si on reprend le grand Gramsci,
tout en étant pessimiste intellectuellement, disons, l'idée de l'optimisme, de la volonté doit s'imposer et doit nous pousser à peut-être évoquer quelques pistes. Alors, la première chose que je souhaite dire, et très, très honnêtement, il est évident, comme ça a été dit, que je ne le considère pas comme un conflit, parce qu'il n'y a pas de camp à égalité, mais cette question-là, cette guerre-là, avec toutes les ramifications et avec toutes les complexités, suscite beaucoup d'émotions, suscite en chacun de nous, chacune de nous, des émotions vives. On a un vécu. L'histoire a laissé ses traces dans notre histoire personnelle, dans nos expériences. Moi, j'ai vécu au Liban tout au long de la guerre civile libanaise. Je me suis engagé à la Croix-Rouge, mais j'ai vécu aussi 2 invasions israéliennes, dont une qui a mené à une occupation de 22 ans d'une partie du sud Liban. Donc, évidemment, il y a le poids de l'histoire et les expériences vécues de part et d'autre. Et ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, tout en reconnaissant évidemment, et c'est nécessaire, de toujours condamner tout ce qui est une violation du droit international humanitaire, tout ce qui est une attaque contre des civils, tout ce qui est un meurtre de civils. Mais il y a également, et c'était un peu mon mal à l'aise en France pendant un bon moment, la couverture médiatique qui a déshumanisé les Palestiniens, qui n'a pas permis de voir la souffrance qui a commencé bien avant le 7 octobre, parce que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, même si, encore une fois, c'est un basculement et c'est un changement très important, mais l'histoire de l'occupation, l'histoire de la colonisation, l'histoire du siège de la bande de Gaza est ancienne. Et depuis le 7 octobre aussi, la guerre israélienne a été d'une brutalité du jamais vu, en fait, au niveau de la destruction, de ce qu'on peut appeler comme urbicide, la destruction de tout espace urbain, de domicide, la destruction des habitations des Palestiniens, donc de leur intime, afin de les rendre, encore une fois, un peuple de déplacés et un peuple sans capacité à s'installer sur sa terre et chez soi. Comme vous le savez, demain, à La Haye, à la Cour internationale de justice, il y a l'affaire de l'Afrique du Sud, le cas de génocide que l'Afrique du Sud accuse Israël de commettre à Gaza, ce qui est la première fois dans l'histoire aussi qu'on utilise ce terme-là et que la justice internationale saisit ce dossier, ce qui peut être très positif par rapport à la lutte contre l'impunité. Et cette question de l'impunité, elle concerne à la fois la Palestine et donc la question israélo-palestinienne, mais également toute cette région du Moyen-Orient où pendant très longtemps l'impunité a régné. On la voit en Syrie jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu au Yémen, on la voit dans plusieurs pays arabes. Donc c'est une question qui a empoisonné la vie des gens là-bas et a permis de commettre régulièrement des atrocités sans craindre les conséquences d'un point de vue juridique. Donc d'où l'importance de ce qui va se passer demain et après-demain à La Haye par rapport à cette question-là. Avec les considérations qu'on connaît tous, on ne va pas répéter ni la souffrance des victimes du 7 octobre, ni les souffrances des victimes depuis le 8 octobre, il y a aujourd'hui une situation catastrophique à tous les niveaux et il est très difficile de penser d'une manière optimiste à un plan de paix ou à ce que les Américains appellent depuis quelque temps maintenant « the day after », le jour d'après, comment on va pouvoir penser ou comment on va pouvoir proposer des pistes pour l'après-guerre, si jamais un cessez-le-feu bientôt est approuvé et accepté. Et là, j'ouvre juste une parenthèse, la question de cette guerre-là montre aussi à quel point tout le système international doit être repensé. Dans l'Assemblée générale des Nations Unies, 153 pays ont voté pour un cessez-le-feu immédiat. Il a suffi qu'on ait le même vote au Conseil de sécurité pour qu'un seul État, un seul bras se lève et impose le droit de veto contre le cessez-le-feu. Je parle évidemment des États-Unis. Et c'est déjà la 55e fois que les États-Unis, depuis 1948, utilisent le droit de veto pour protéger
l'État israélien s'agissant de résolutions qui parfois évoquent le droit international et ses violations. Les États-Unis ne sont pas les seuls. La Russie l'a utilisé aussi à maintes reprises, 14 fois s'agissant de la Syrie. Donc ce système de veto qui a été conçu pour la paix mondiale, pour un certain équilibre, aujourd'hui devient un outil pour paralyser le système international et pour imposer la volonté de 4 ou 5 États à tous les autres États. Donc à partir du moment où un cessez-le-feu est imposé, et moi je pense qu'il ne sera pas disons, un choix du terrain, parce que pour le moment, il n'y a pas une volonté israélienne de cesser le feu. Ça doit être imposé par les États-Unis. Les États-Unis, c'est vrai, ils n'ont pas, comme dans les années 90, la même influence sur Israël pour différentes raisons, y compris le changement dans la carte politique et dans la sociologie politique israélienne. Mais quand même, ils ont débloqué des milliards de dollars durant ces 3 mois pour l'effort militaire israélien. Ils ont fourni des armes aux Israéliens, donc ils ont quand même des moyens de faire pression, mais ils sont en une année électorale qui complique les choses, qui complique les donnes et les calculs. Mais disons qu'un cessez-le-feu est finalement mis en œuvre et les opérations militaires sont arrêtées. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Premièrement, il y a la question des déplacements de presque 2 millions de Palestiniens au sein même de la bande de Gaza. Ils ont été déplacés du sud et du centre, du nord et du centre vers le sud. Il y a des déclarations officielles israéliennes qui cherchent à les déporter à l'extérieur de Gaza, vers l'Égypte et vers d'autres pays. 2 ministres israéliens ont même évoqué des pistes en Amérique latine et en Afrique. Évidemment, cela est tout à fait rejeté par les Palestiniens et pour le moment par la communauté internationale, y compris par les États-Unis. La déclaration de Blinken hier et aujourd'hui le confirme encore une fois. Donc il faut que ces gens-là retournent vers le centre et vers le nord de Gaza. Les Nations Unies disent que le secteur est devenu inhabitable, donc il faut un plan Marshall pour sa reconstruction, que ce soit au niveau des contributions des pays arabes ou des pays européens et des États-Unis, ou peut-être, si jamais il y a des obligations d'Israël même, qui a détruit ces zones-là. D'ailleurs, parmi les destructions israéliennes, il y a des infrastructures et des bâtiments qui étaient financés par l'Union européenne dans le temps, juste après Oslo, durant les moments d'optimisme qui ont régné. Donc il faut un plan de reconstruction urgent. Il faut aussi qu'il y ait plus d'accès au niveau de l'aide humanitaire, médicale, pour reconstruire les hôpitaux et l'infrastructure sanitaire qui a été dévastée et détruite par l'armée israélienne. Donc ça, c'est des priorités urgentes qui vont avoir lieu. Et puis, à moyen terme, relancer un processus de paix, non pour avoir des négociations juste pour négocier sans que rien ne change sur le territoire, mais pour revenir aux bases du droit international, la fin de l'occupation, la fin de la colonisation. Évidemment, il n'y a pas de force au sein du gouvernement israélien ou du leadership israélien aujourd'hui qui accepte la fin de la colonisation. Il y a même des colons au sein du gouvernement qui sont dans une vision apocalyptique, qui cherchent non seulement à Gaza, mais même en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, de déplacer les Palestiniens, voire de les déporter tout en élargissant les colonies. Et il y a aussi un vrai problème au niveau de la représentation politique palestinienne qui représente les Palestiniens entre une autorité palestinienne fragilisée, marginalisée, affaiblie et vieillissante, où on a une moyenne d'âge qui ne correspond plus à la moyenne d'âge de la société palestinienne elle-même. Cette autorité a été affaiblie par plusieurs facteurs, mais y compris par les politiques du gouvernement de Sharon à partir de 2000 et puis toutes les années qui ont suivi. Il y a des responsables palestiniens qui sont emprisonnés en Israël et qui ont une légitimité, une crédibilité. J'évoque le nom de Marwan Barghouti, mais il y en a d'autres. Donc il y a cette question-là. Puis il y a la question de Gaza, de la présence du Hamas et du djihad islamique. On peut tout à fait discuter de leur idéologie, de leur légitimité, du fait qu'ils sont officiellement opposés à un processus de paix, mais de toute façon, dans les processus de paix, il faut reconnaître aussi les rapports de force.
et accepter de trouver des compromis avec évidemment des limites, des lignes rouges, mais je ne vois pas comment l'idée d'éradiquer le Hamas ou le djihad est faisable, ni si elle est légitime de toute façon, parce que du côté palestinien, on peut aussi évoquer que l'extrême droite israélienne qui scande régulièrement qu'un bon arabe est un arabe mort, qui manifeste régulièrement en criant et en espérant une deuxième Nakba, comme ils le disent, et ce n'est pas juste des gens dans la rue, il y a 2 ministres qui le répètent régulièrement, il y a des parlementaires qui ont évoqué l'arme nucléaire pour anéantir Gaza, il y a une députée qui a évoqué la nécessité de transformer Gaza en un terrain de football, il y a des projets pour recoloniser Gaza, donc il ne peut pas y avoir des interdictions par rapport à qui représente qui, il doit y avoir aussi des compromis avec un contrôle des négociations, avec une pression internationale, parce qu'encore une fois, je ne vois pas comment les acteurs sur place, aujourd'hui, peuvent aller vers des négociations, vers un processus de paix. Il faut une pression européenne, et l'Europe n'a pas pour le moment une politique étrangère assez consistante, solide et ferme. Il faut des pressions américaines. Il faut, du côté des pays arabes, qu'on arrive aussi à comprendre, parce que les régimes arabes autoritaires, non démocratiques, ont pensé qu'une paix avec Israël allait marginaliser et écarter la question palestinienne afin d'avoir une stabilité régionale soutenue par les États-Unis. Le 7 octobre montre que c'était une illusion. Donc il faut, de part et d'autre, qu'il y ait des efforts afin qu'une paix ou disons, des négociations de paix reprennent sans illusion, mais avec cette fois, et contrairement à Oslo, où on a mis de côté 4 questions existentielles, centrales, on ne les a pas traitées comme il fallait, la question des réfugiés palestiniens, le droit de retour, la question des colonies qui est la plus difficile et la plus importante, la question de Jérusalem-Est et la question de la souveraineté territoriale, l'espace aérien, les ressources, etc. Ces questions ont été mises de côté. Aujourd'hui, les mêmes questions sont au centre de tout ce qui se passe, donc il faut les remettre sur la table des négociations, créer un état de lieu permettant de négocier. Et j'ajouterai juste une chose, mais évidemment elle est à débattre, à discuter. Je ne suis plus convaincu, honnêtement, de la solution de 2 États. J'espère, selon le droit international, c'est la seule solution, de toute façon. Le droit international est clair, les résolutions 242, 335, le processus de paix lui-même, qui a depuis longtemps agonisé, stipule cela, mais avec 700 000 colons israéliens entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie, avec toutes les destructions à Gaza, avec l'impossibilité de trouver une continuité territoriale de l'entité palestinienne, y compris en Cisjordanie seule. Si vous regardez juste la carte et vous voyez les confiscations des terrains, le mur de séparation, les autoroutes et les facilités géographiques qui sont exclusivement pour les colons et l'armée israélienne. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé l'organisation des droits humains israéliens B'Tselem à considérer qu'il y a un système de suprématie juive en Cisjordanie. C'est ce qui a poussé Amnesty International et Human Rights Watch à parler d'apartheid en Cisjordanie. Donc cette solution à 2 États, pour le moment, avec le rapport de force, avec les forces politiques en place, est extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut être créatif avec peut-être un jour une nouvelle génération qui pense d'une solution d'un État laïque et démocratique où tout le monde a la citoyenneté? C'est évidemment très difficile, mais est-ce la seule solution durable? Peut-être. Sinon, en l'absence d'une solution à 2 États ou d'une solution à un État laïque et démocratique, ou démocratique et laïque, mettons démocratique avant, je ne vois pas une situation autre que celle qu'on vit aujourd'hui. Après cette guerre, ça va être extrêmement difficile juste de tourner une page et de passer à autre chose, s'il n'y a pas, encore une fois, un processus de paix sérieux cette fois, parce que le 7 octobre, puis le 8 octobre, puis le 15 novembre, le 20 décembre, et tout ce qu'on vit depuis, peuvent se répéter différemment, peuvent avoir des conséquences tragiques, encore une fois,
s'il n'y a pas ce processus parallèle. Je vais m'arrêter là, j'ai entendu le réveil et je vous remercie. Non, bien sûr. Merci. Alors, Monsieur Rosanquier, c'est à vous. Bon, c'est compliqué. Alors, tout d'abord, et ce n'est pas une fuite de côté, je voudrais rendre un hommage, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'être ici, dans ces lieux-là, avec Pierre Canuti, que je pense les militants d'ici connaissent bien et connaissent ce qui s'est passé avec lui. Donc, une pensée et un hommage à Pierre, en lui souhaitant qu'il puisse recouvrer la santé qu'il avait auparavant. Puisque tu as fait une présentation personnelle, je dirais aussi quelques mots sur mon parcours. Je suis né en France, j'ai vécu en Israël, j'ai vécu dans un kibbutz pendant plus d'une dizaine d'années, à proximité de la frontière libanaise. J'ai fait mon service militaire, j'ai fait 2 guerres, 2 et demi même, celle des 6 jours et celle de Kippour. Et voilà, donc effectivement, j'ai de la famille là-bas, j'ai des neveux là-bas, j'ai des amis là-bas, j'ai tous les militants avec qui j'ai eu l'occasion de faire un bout de chemin qui sont présents. Et donc, évidemment, comme toi, je suis concerné à la fois sur le plan personnel et bien entendu sur le plan politique et collectif. Et ça m'a fait sourire que tu aies cité Gramsci, parce que j'avais eu l'occasion de citer cette même citation aussi au cours d'un débat sur France 24 auquel j'avais participé. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui a été dit. On aura peut-être l'occasion de repréciser un certain nombre de choses. Je veux dire que du point de vue israélien et du point de vue de la gauche, et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est bien entendu une rupture. Il y aura des choses avant et après. La situation ne sera plus identique. Mais pour nous, il ne faut pas perdre de vue que le 7 octobre, l'opération d'ailleurs lancée par le Hamas s'appelait l'opération Istiklal, Al-Aqsa, de sauver, libérer la mosquée Al-Aqsa. Ce n'était pas une opération politique visant à libérer la Palestine de l'occupation. Ça ne s'est pas fait dans les territoires occupés. Ça a été une opération djihadiste. Tous les témoignages non pas de personnes extérieures, mais des personnes qui ont participé à ces massacres, qu'ils ont filmés, et donc à partir de ces bandes, on les entend, c'est de tuer le juif, non pas l'israélien, et non pas simplement le tuer, mais de le faire disparaître, une annihilation complète, avec, dans une guerre, qu'on tue des gens, qu'il y a des gens qui meurent, c'est connu, c'est classique, c'est normal. S'acharner sur des cadavres, les brûler, les faire disparaître, c'est autre chose, et ça renvoie à une autre dynamique. Et donc, pour les Israéliens, ce qu'ils ont vécu le 7 octobre n'était pas un conflit politique, mais encore une fois, c'était une tentative, l'avant-première, la répétition d'une annihilation voulue par le Hamas. Alors, effectivement, tu as cité un certain nombre de ministres et de députés qui ont fait des déclarations absolument scandaleuses et totalement décérébrées sur le fait de faire évacuer les Palestiniens. Mais là aussi, on ne va pas rentrer dans ce petit jeu, mais il y a les déclarations des leaders du Hamas qui ont dit que le 7 octobre, c'était rien. C'était une répétition de ce qui allait advenir par la suite, et que ce ne serait un jeu d'enfant par rapport à ce qui attendait les Israéliens, quels qu'ils soient, de gauche, de droite. On a suffisamment parlé de ces kibbutzim qui étaient effectivement des kibbutzim qui appartenaient à l'aile la plus à gauche du mouvement kibboutzik, la Shema Hatzaïr, le mouvement dont je suis originaire, de ces gens, Juliette Silver et d'autres,
qui étaient des militants de la paix, convaincus, qui avaient des contacts avec la population palestinienne de Gaza, qui vivait sous le joug du Hamas, qui essayaient de faire autant que faire se peut, d'améliorer leurs conditions de vie, de les accompagner dans les hôpitaux israéliens, de les ramener. Et ce sont ces gens-là qui ont été attaqués, pas les colons dans les territoires occupés, pas ces méchants, non, c'est les bons, pour montrer qu'il n'y avait pas cette différence qui existait. Alors, avant de parler du jour d'après, il faut parler du jour d'avant. Et il y a ce qui s'est passé le 7 octobre révèle un certain nombre d'enseignements dont il faudra tenir compte par la suite. Le premier, c'est qu'effectivement, cette tentative qui avait été faite par le gouvernement israélien, par la droite israélienne, de se contenter de gérer le conflit, de tout faire pour ignorer le problème palestinien, de considérer que c'était l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine que tout le monde voyait mais dont il ne fallait pas parler, c'est un échec complet. On a voulu gérer ce problème-là. On a voulu ignorer cette revendication nationale légitime, la revendication nationale palestinienne, et elle éclate au visage maintenant, même si ce n'était pas l'objet du 7 octobre. Encore une fois, le 7 octobre, on ne parlait pas de Palestine. Ce n'était pas pour la libération de la Palestine que tout ça s'est fait. C'est un mouvement djihadiste comme il s'en est produit dans un certain nombre d'autres pays musulmans. Et on sait que ce sont les musulmans qui payent le prix le plus fort de cette furie, de cette fureur djihadiste, que ce soit en Algérie avec le front islamiste dans le temps, et ce qui s'est passé en Syrie, en Irak et dans d'autres pays, sans parler de l'Afrique. Donc, le premier enseignement, avant de parler du jour d'après, c'est de bien voir que cette illusion qu'on pouvait mettre sous le boisseau le problème palestinien est effectivement une illusion mortifère, et qu'il n'y aura pas de solution si on ne traite pas ce problème et qu'on propose une solution qui soit acceptable pour les deux parties, c'est-à-dire pour le peuple palestinien et pour le peuple israélien. L'autre illusion qui a volé en éclats le 6 octobre, le 7 octobre, c'est cette volonté qu'a eu le gouvernement israélien de faire de séparation entre Gaza et la Cisjordanie, l'opposition qu'ils n'ont pas créée, mais qu'ils ont exploitée à leur avantage entre le Hamas et le Fatah, en disant on ne peut pas traiter avec ces gens-là, avec le Hamas qui prône la destruction de l'État d'Israël dans sa charte, qui n'a jamais été remise en question, en cause. Arafat avait déclaré que la charte palestinienne était caduque, le Hamas ne l'a jamais fait. Il y a eu quelques textes qui ont été publiés qui laissaient supposer qu'il y aurait peut-être une évolution, mais qui n'ont jamais été intégrés dans la charte, qui n'a jamais été modifiée, la charte du Hamas. Mais en tous les cas, ce jeu du gouvernement israélien de séparer la Cisjordanie et Gaza, le Fatah, et de diviser la représentation palestinienne est également quelque chose dont le prix est particulièrement élevé. L'illusion de croire que on pourrait permettre le développement du Hamas, mais tout en même temps de pouvoir le contrôler, et que les déclarations ne seraient que des déclarations à l'extérieur, les déclarations du Hamas, que ce n'est pas à prendre au sérieux véritablement, qu'ils ne feront pas ce qu'ils disent, et qu'en laissant passer les milliards de dollars du Qatar traverser Israël pour rejoindre la bande de Gaza, on pourrait acheter le silence. Là aussi, cette illusion qui a été celle qui a promu le gouvernement israélien pendant des années, et Netanyahou en tête, là aussi a volé en éclats. Et il est clair, l'enseignement qui est partagé par l'ensemble de la société israélienne, c'est qu'il n'est plus question maintenant de laisser aux portes d'Israël des puissances militaires qui ont cet objectif d'éradiquer. Il ne s'agit pas de l'éradication du Hamas, il s'agit d'éradiquer Israël et d'éradiquer
les Juifs de cette terre d'islam. Que ça soit au sud avec le Hamas qui a montré ce dont il était capable, et encore une fois, ce n'est qu'une répétition, et que ça soit au nord avec le Hezbollah, il faudra trouver des solutions pour que le sentiment pas le sentiment, mais la sécurité dans un partenariat puisse être assurée. Sinon, effectivement, on parle du malheur palestinien et c'est évident, ce qui se passe en Palestine déchire le cœur de tout démocrate israélien. Il ne voit pas ça avec plaisir. Il considère d'une certaine façon que quand on dit qu'il y a 136 otages à Gaza, il y en a probablement près de 2 millions. Il y a peut-être 136 otages israéliens à Gaza. Il y a des centaines de milliers d'otages palestiniens du Hamas qui sont à Gaza. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une surprise. Le Hamas l'a voulu. Il n'a rien fait parce qu'il savait bien qu'avec une action de ce genre-là, il y aurait une réaction. Et pendant des années et des années, il n'y a eu rien qui a été fait pour assurer un minimum de protection à la population civile. Tous ces tunnels qui ont été construits, ces milliards, ces villas de luxe qu'on retrouve à Gaza, ça a été pour cette oligarchie qui s'est mise en place et rien, absolument rien, pour la population palestinienne. Et un dirigeant l'a dit, ça, c'est pas notre problème. La protection de la population civile palestinienne, c'est le problème de la communauté internationale. Nous, on s'occupe de nos militants et ces centaines de kilomètres de tunnels qui auraient pu être aussi utilisés pour abriter une partie de la population palestinienne, bien entendu, c'était zone interdite. Il n'était pas question qu'il s'en approche. Et cette situation est une situation dramatique. Et si elle a été voulue, alors effectivement, il est évident que pour une partie de l'extrême droite israélienne, cette guerre à Gaza est une guerre de revanche, est une guerre de vengeance. On ne va pas se leurrer. Mais pour une bonne partie de la population israélienne, et y compris d'abord et avant tout pour le camp de la paix, entre guillemets, cette guerre à Gaza n'est pas une guerre de revanche, c'est une opération politique. Si on envisage une solution politique à Gaza, cela implique effectivement non pas l'éradication du Hamas au sens de on va tuer tous les militants du Hamas et tous ceux qui acceptent cette idéologie, mais il s'agit d'affaiblir militairement et politiquement le Hamas pour que le Hamas ne soit plus l'élément déterminant qu'il est dans la zone de Gaza. Et il n'y aura pas de solution à Gaza assurant le retour, le développement de la population palestinienne à Gaza avec le Hamas. Il est donc nécessaire de marginaliser le Hamas et cette marginalisation, malheureusement, passe par une opération militaire qui est incontournable jusqu'à un certain point. Et ce point, pour le camp de la paix israélien, c'est de considérer qu'il ne s'agit pas de mettre en place, de développer une opération militaire qui va provoquer une situation où, d'une part, le sentiment de possibilité d'établir un partenariat de part et d'autre sera détruit par l'intensité de ces opérations militaires et qui est d'autre part, comme il est clair, et là bien entendu je partage ton point de vue, à savoir que l'intervention internationale, mais une véritable intervention, pas simplement de jouer les go-between et puis après des merdenzizich, comme on dit, débrouillez-vous, Israéliens, Palestiniens, nous on reste à l'extérieur. Non, une présence internationale qui impose une solution aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens, parce qu'à eux deux, ils seront incapables d'y parvenir. Mais pour avoir cette situation, cette force internationale qui puisse jouer son rôle, il ne faut pas que l'opération militaire qui existe actuellement sape les possibilités de cette intervention nationale. Il est clair qu'une guerre
comme le disait Machiavel, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, mais à un autre moment, à partir d'un certain moment, le politique doit reprendre le dessus. Et si cette opération militaire empêche aux politiques de reprendre le dessus, empêche que cette coalition internationale, avec une participation des États arabes aussi, ça ne doit pas être une coalition occidentale qui interviendrait en terre d'islam, ça doit être une coalition qui effectivement regroupe des puissances occidentales, mais aussi des puissances arabes. Si elle n'est pas possible, alors cette opération militaire n'aura servi à rien. On est actuellement dans une situation où il y a véritablement des plaques tectoniques qui s'affrontent. Le problème, un des problèmes, c'est que aussi bien du côté israélien que pour l'instant du côté palestinien, il n'y a pas les leaders nécessaires, utiles, qui pourraient effectivement juguler ce déplacement des plaques tectoniques et arriver à une solution. Tu as dit, et je le partage, quelles étaient les positions du gouvernement israélien. Effectivement, si on veut qu'il y ait une représentation palestinienne, et j'en termine là, il faut leur donner quelque chose à moudre, à cette autorité palestinienne. Il est évident qu'il faut arrêter la colonisation, il est évident qu'il faut évacuer des colonies, peut-être pas toutes, on en reparlera, mais en tous les cas, une grande partie pour effectivement pouvoir permettre une continuité territoriale. Et ça, les leaders israéliens d'aujourd'hui ne sont pas capables de faire ces concessions qui permettraient l'émergence d'un leadership palestinien qui serait reconnu, qui aurait une légitimité par rapport à sa population et qui pourrait donc arriver à mener des négociations avec Israël. Et du côté palestinien, au jour d'aujourd'hui, le Hamas n'est plus un partenaire et l'autorité palestinienne est totalement affaiblie, avec aussi, c'est clair, une responsabilité du gouvernement israélien. Donc, il doit y avoir un déplacement de ces plaques tectoniques et pour l'instant, il n'y a pas les leaderships de part et d'autre pour mener ce déplacement, pour mener ces négociations. D'où la nécessité impérative, si on veut éviter d'une part une aggravation de la situation à Gaza et d'autre part un déplacement vers le nord, voire même contre l'Iran, certains en parlent, il est nécessaire effectivement qu'il y ait cette intervention internationale avec les limites dont tu as parlé. Là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses, parce que bon, le vote des Nations Unies, quand on voit comment certains pays, effectivement, ce qu'ils font chez eux, et se permettent de faire la morale chez d'autres, bon, on peut en sourire. Mais en tous les cas, il est clair que la situation, le fonctionnement des instances internationales n'est pas satisfaisant. J'en resterai là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Je vais donc prendre des tours de parole. N'hésitez pas à me donner, à lever la main. C'est parti. Et oui, j'avais une autre question aussi. Pardon, Olivier me fait remarquer. On a une petite chaîne YouTube qui fait une petite centaine de vues par vidéo, donc c'est un peu léger, mais on essaie de travailler dessus. Et donc du coup, on fait une petite captation, comme vous l'avez vu ce soir. Nos deux intervenants sont d'accord pour être filmés. Quand vous prenez la parole, dites-moi après ou avant, il n'y a pas de souci. Si ça ne vous convient pas et que vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, on vous retirera. Donc je prends en levant la main. Quelqu'un. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres intervenants pour l'instant? N'hésitez pas. Oui. Voilà. Écoute, Fabienne. Fabienne Messica, merci à vous deux pour vos interventions. Je me présente rapidement, je suis à la Ligue des droits de l'homme et je suis quand même appliquée depuis longtemps sur cette question et profondément émue par ce que nous vivons, je me permets de le dire. Messieurs, je vous ai regardé, j'ai regardé vos pieds, j'ai regardé quand vous vous agaciez réciproquement parce que les pieds allaient comme ça. Je voudrais démarrer par une observation et ensuite finir par deux questions. Voilà. Sur l'observation, je voudrais dire que depuis toutes ces années, nous avons atteint un moment de désespoir, il faut le dire, de désespoir. Et dans ce désespoir, nous devons, que nous soyons palestiniens, que nous ne soyons pas palestiniens, mais
solidaire des Palestiniens, parce que musulmans, parce qu'arabes, etc., que nous soyons israéliens ou que nous soyons juifs, est lié quand même d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, à Israël. Nous devons reconnaître l'inhumanité, et nous devons la reconnaître dans ces deux camps auxquels nous nous rattachons de par notre histoire, pas des camps politiques, hein, des camps humains, auxquels nous nous rattachons de par notre histoire, notre tradition, etc. Et nous devons reconnaître cette inhumanité, parce que en reconnaissant cette inhumanité à laquelle nous sommes arrivés, nous allons pouvoir peut-être aller vers de l'humanité, ce que vraiment je souhaite. J'espère, voilà, j'espère. Nous, en tant que Ligue des droits de l'homme, je vous présente ma position, en tant que Ligue des droits de l'homme, nous avons été violemment attaqués parce que dans notre premier communiqué, suite au 7 octobre, nous avons affirmé le droit d'Israël à se défendre. Israël doit être considéré comme n'importe quel État. Or, il n'est jamais considéré comme n'importe quel État. Certains disent il est beaucoup plus protégé que d'autres États, mais d'autres disent aussi il est beaucoup plus attaqué que d'autres États. Pourquoi ? Parce que quand une barbarie énorme s'effectue dans un pays d'Afrique ou dans un etc., tout le monde s'en fiche en fait. Mais quand c'est Israël, évidemment ça compte. Quand c'est les Palestiniens, évidemment ça compte. Enfin voilà. Bon, donc on a ça compte, et donc chacun dit ah ben Israël est plus protégé que les autres, exceptionnellement, on lui laisse tout faire, etc. Certains disent ça, mais d'autres disent aussi ah oui, mais à chaque fois qu'Israël fait quelque chose, il est plus attaqué que d'autres. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais il y a toujours cette exceptionnalité. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette exceptionnalité ? C'est ça, en fait, la question que je voudrais vous poser. À la fois au niveau du droit international, à la fois au niveau, vous avez évoqué une ingérence, entre guillemets, hein, une ingérence étrangère. C'est une question que nous posons à la Ligue aussi. Hein. Que peut faire le monde ? Que peut faire l'Europe ? Que peuvent faire... Parce que les gens disent, on n'y arrive plus tout seul. Même les Israéliens de gauche supplient, certains disent, sanctionner Israël. Hein, je veux dire, bon, certains disent, etc. Allez-y, quoi, on peut plus y arriver. C'est trop, on n'y arrive plus. Vous nous avez laissé les deux comme ça, donc on peut plus, et chacun pense qu'il ne pourra vivre qu'avec la disparition de l'autre, ce qui n'est pas possible. Donc, comment vous le voyez ? Parce que nous, on se pose la question à la Ligue réellement, c'est-à-dire on se dit, ok, mais enfin bon, Israël a la bombe atomique, l'Iran, machin, etc. Ça veut dire quoi ? Une ingérence extérieure. Comment on peut avoir une ingérence extérieure ? Autrement dit, comment peut-on imposer la paix ? Et je voudrais finir là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter sur les hypothèses, un État, deux États, etc. On sait très bien que, pour le moment, un État, faut s'aimer pour ça. Hein, je veux dire, ça va venir, mais bon, peut-être pas tout de suite. Mais surtout, juste la paix, l'égalité, des frontières, une souveraineté, une citoyenneté pour tout le monde. Vous voyez, des droits de l'homme. Donc, droits de l'homme et égalité, comment la communauté internationale serait-elle en capacité de l'imposer dans ce conflit qui a atteint ce degré-là aujourd'hui ? Et vraiment, on le souhaite. Donc c'est cette question que je vous la pose à tous les deux. Voilà. Avant de prendre juste un tour de parole, j'ai oublié de préciser une petite règle pour les nouveaux venus. D'habitude, on essaye de faire des interventions de 3 minutes à peu près. On essaye, on n'arrive pas toujours. Non, mais c'est pas grave. C'est pour les nouveaux, il y a un petit délai supplémentaire. C'est une femme, donc voilà, il n'y a pas de femme, ça équilibre. Donc voilà, donc je vais mettre un chrono, mais voilà, vous pourrez dépasser de quelques secondes, c'est pas un souci. Antoine, je crois que c'est à toi. Quand tu évoquais les deux possibilités, soit un État ouvert ou multiculturel, soit deux États, je me demande si ces deux alternatives ne sont pas déjà bloquées par l'existence de la loi de juillet 18, c'est ça, État-nation pour les Juifs, qui stipule, c'est quasiment une théocratie qui est instaurée en Israël, et deux, qui fait l'obligation de défendre, voire d'étendre les colonisations. La première bloquerait cet État multiculturel, la deuxième
bloquerait les deux États, la solution à deux États. Donc la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut négocier tout en maintenant cette loi? Ne faut-il pas un préalable d'abrogation de cette loi? Et quelles sont les chances pour que, en Israël, cette loi soit abrogée? Merci. Voilà, 1 minute 40. Vous avez vu les militants socialistes. Avant de vous laisser prendre la parole, Geneviève, peut-être un... Mais encore une fois, merci Geneviève, parce que je tiens encore une fois. Non, n'aurait été possible. Parce que toi, tu as en relation. Non, je t'en prie. Oui, moi, déjà, je voulais revenir sur la partie gouvernance internationale, parce que cela me semble très, très important. Quand il y a eu le 7 octobre, moi, j'ai pensé au 11 septembre 2001. Pour moi, c'est la même intensité, c'est le même choc. Et je pense qu'il y a, au-delà de la violence, des morts, etc., parce que, bon, en plus, je dirais que, voilà, moi je me souviens très bien du 11 septembre 2001, il y a aussi le fait que des États, ça a été les États-Unis après Israël, se pensaient protégés, surpuissants et qui ne pouvaient pas être attaqués sur leur territoire. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que pour moi, la réaction qui a suivi est du même ordre. C'est-à-dire, ce qu'a fait Bush à l'époque, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier. Et ce qui me panique profondément, quand je dis panique, c'est ce qui m'inquiète profondément derrière tout ça, c'est que on a eu la même chose, c'est-à-dire personne n'a osé au départ dire aux États-Unis, tout le monde reconnaissait aux États-Unis. Ouais, c'est très similaire, sauf que 10 ans plus tard, non, ça fait 20 ans maintenant, 20 ans plus tard, on voit l'immensité des dégâts que ça a provoqué. Parce que non seulement ça affaiblit les instances internationales, mais ça affaiblit et ça a mis à mal quelque chose. Je veux dire, bon, pour les plus jeunes, c'est peut-être compréhensible, mais si on reprend à la chute du mur de Berlin, l'éclatement de l'Union soviétique, etc., et cette période où on parlait démocratie, où on parlait des droits humains et on allait vers quelque chose de positif, tout d'un coup, tout s'est effondré. Et tout le discours de l'Occident, y compris sur la démocratie, sur le fait de porter les valeurs, etc., s'est effondré et on a perdu. Et on a perdu énormément au Moyen-Orient, mais pas uniquement au Moyen-Orient. Et cette notion de double standard, etc., vient beaucoup de là aussi, parce que, bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé sur la guerre contre le terrorisme. Moi, je l'ai beaucoup suivi, puisqu'à l'époque, en plus, il y a toute une période où j'étais présidente d'Amnesty, donc c'est quelque chose que je connais bien. Et quand on voit comment ça ronge, pour moi, il est important que cette fois-ci, justement, on arrête les choses assez vite. Et il y a la question de la justice. Et là, je te rejoins parfaitement. La justice, ça permet d'établir aussi des deux côtés. C'est pas que d'un côté. La justice, elle n'est pas là pour... voilà. Et donc, moi, j'ai déjà une question, c'est... en fait, que va-t-il se passer le 11 et le 12, donc c'est devant la Cour internationale de justice, mais on sait que ça va prendre à peu près une semaine, peut-être 10 jours pour qu'ils rentrent. Derrière, qu'est-ce qui peut se passer en fonction du rendu de ce qui va se passer? Comment cela va réagir? Et plus exactement, si la Cour internationale de justice demande ce qu'on devrait anticiper, en tout cas moi je l'espère, un cessez-le-feu immédiat, est-ce qu'on peut imaginer l'ONU? Est-ce que l'ONU à ce moment-là va envoyer une force d'interposition? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on peut parler de paix, mais il faut arrêter tout ça. Et le plus tôt on l'arrêtera, mieux ce sera, parce que c'est insupportable pour tout le monde et ça détruit. Ma deuxième question, c'est, et là je te rejoins, c'est vrai que quand il y a des centaines de milliers de colons, bon moi j'ai été à Hébron, j'ai été à différents endroits également, et quand on voit, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui effectivement, je ne vois pas comment on peut mettre fin à la colonisation, en tous les cas, comment on peut régler cette question. Voilà, c'était mes deux questions. Alors messieurs, je vous laisse... Moi, c'est pas mon genre. Je m'inscris en faux. Messieurs, je vous laisse répondre, et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et à me faire un petit signe. On prendra un deuxième tour de parole juste après.
Ah, ça, je voulais... Monsieur Rosanqui, Cette fois, c'est chacun son tour. c'est à toi. Non, alors, sur la question sur deux États, moi je reste partisan de la solution à deux États. Je pense que c'est possible. Maintenant, les modalités que prendront l'existence de ces deux États, elle est à définir. On n'est plus dans la situation, effectivement, où il y aurait la ligne de 76, Jérusalem, capitale unique d'un État palestinien et israélien, etc. Il y a une autre réalité sur le terrain. Il est clair que les colonies sont une entrave, mais il est clair aussi que la majorité de la population israélienne qui vit dans les territoires occupés est une population qui vit à proximité de la frontière. Il y a un certain nombre de colonies et d'avant-postes qui sont disséminés à l'intérieur profondément de la Cisjordanie, mais c'est une population qui n'est pas très nombreuse, qui est par contre idéologiquement très convaincue, très forte, donc ça posera un problème, et il n'est pas impossible qu'il y ait, c'est ce que Elie Barnavi a dit par exemple, qu'il y ait une mini-guerre civile, entre guillemets, mais avec des accords, comme il avait été conclu dans le cadre de ce qu'on appelait les accords de Genève, qui n'étaient pas des vrais accords, mais enfin se mettre d'accord sur des principes de la part des gens qui ne représentent, de personnalités qui ne représentaient pas leur État, comme vous le savez, mais qui étaient des gens qui avaient pignon sur rue, qui avaient déjà une expérience, qui avaient été ministres et autres, donc même si les États n'étaient pas engagés, qui étaient parvenus à un accord de principe qui impliquait effectivement non pas l'évacuation de toutes les colonies, mais un échange de territoires, et en contrepartie des territoires occupés par Israël le long de sa frontière, qui regroupe environ 80% des colons, donc sur une zone de 2 ou 3 km de largeur, il y aurait 20% des colons qui devraient être évacués, et encore une fois, une évacuation qui serait difficile, mais s'il y a une volonté politique, qu'on s'en donne les moyens, et donc dans le cadre d'un accord et d'un partenariat avec les Palestiniens, c'est quelque chose de faisable. Ça ne sera pas forcément facile. Maintenant, il y a d'autres, j'allais dire imagination, mais d'autres bases sur lesquelles il y a des groupes d'Israéliens et de Palestiniens qui travaillent et qui considèrent que, par exemple, que la question de deux États, ça n'implique pas forcément que chacun vive à l'intérieur de ses frontières. Il pourrait très bien y avoir des Israéliens qui vivent dans des territoires, ce que moi j'appelle les territoires occupés, ce que une partie de la population israélienne appelle la Cisjordanie, et qui voteraient et qui seraient citoyens israéliens vivant à l'étranger, et des Palestiniens, que ce soit à Haïfa ou à Saint-Jean-d'Acre, à Akko, seraient des citoyens palestiniens qui voteraient dans le cadre d'un État palestinien qui serait mis en place à côté, et voteraient à la Chambre des représentants palestiniens. L'appartenance politique, l'existence nationale n'implique pas forcément le fait de résider dans un État. Cette formule, considérant que chacun est attaché à cette patrie commune, Israël-Palestine, comme étant un ensemble, il y aurait donc une patrie et deux États, du point de vue de ces gens qui travaillent sur ce schéma-là, et donc il y aurait l'avantage, en tous les cas, d'éviter le transfert de population. Il n'y aurait plus besoin d'une évacuation. Les gens vivraient là où ils sont actuellement, avec bien sûr, de façon à ce que ça n'entrave pas le développement des autres communautés, pour autant que la sécurité soit assurée. Un État démocratique, laïque, on a connu ça du temps du Fatah, du FDP-LP, bon, ça serait une formule qui a été acceptée, comme tu le sais, sans doute, par une partie du mouvement sioniste à ses débuts,
avec Magne, avec d'autres, Magnès, avec d'autres. Voilà. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Et effectivement, pour qu'on puisse vivre dans une maison commune, il faut un minimum de confiance, de respect, de tolérance, sinon d'amour. C'est pas la situation dans laquelle on est actuellement. C'est pour ça qu'Amos Oz a parlé de il faut se séparer, il faut un divorce et faire que ce divorce se passe le moins mal possible, sachant toujours qu'un divorce c'est compliqué. Mais dans un premier temps, après ce qui se passera, on ne peut pas savoir et on voit ce qu'il y a eu en Europe avec l'Allemagne, après la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 45, on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc l'impossible peut se réaliser, et on l'espère. Mais aujourd'hui, un État unique, ça me paraît pas, et ça paraît pas à une partie, en tous les cas, du camp de la paix. Encore une fois, c'est pas le principe qui est récusé, c'est la faisabilité, l'acceptation, compte tenu du manque de confiance, indépendamment même, on pourrait parler de haine. Aujourd'hui, dans un État unique, un accident de circulation mettant en cause un Palestinien et un Israélien deviendrait un incident nationaliste et non pas un simple accident de la circulation avec des risques d'émeutes de part et d'autre. Voilà. Donc, sur le principe, à l'avenir, why not ? Mais dans un premier temps, ça paraît peu réaliste. Je conçois aussi que dans le contexte actuel, même deux États, ça paraît aussi difficilement envisageable. Mais c'est la formule qui a le plus de chances de se réaliser et d'éviter donc une explosion encore pire de la situation. Par rapport au génocide, en deux mots, très, très rapidement, bon... Je considère que c'est, encore une fois, qu'il y ait matière à porter des accusations contre le gouvernement israélien, je le partage, je le conçois pleinement. L'accusation de génocide est totalement absurde. Je ne pense pas que la Cour internationale l'acceptera. Elle pourra éventuellement condamner Israël et la mettre en accusation sur un certain nombre de points. Il n'y a aucune volonté d'exterminer les Palestiniens, ni de projet politique, ni quoi que ce soit. On est dans une situation de guerre inégale. Vous connaissez les théories, je ne vais pas revenir là-dessus. Et c'est dans le cadre de cette guerre, si demain le Hamas est battu ou accepte de changer sa politique, la question ne se posera pas. Encore une fois, qu'il y ait des Israéliens racistes, anti-arabes, qui voudraient les voir ailleurs, voire au 7e siècle, c'est évident. Ce n'est pas la politique israélienne, et on sait très bien que du côté palestinien, il y a également l'existence de cette minorité fondamentaliste, djihadiste, qui voudrait effectivement la même chose et qui ne peut accepter en aucun cas la présence d'étrangers en terre d'islam. On sait que ça existe, c'est pas représentatif de l'ensemble du monde musulman, c'est pas représentatif de la population palestinienne, mais c'est aussi un courant qui existe. Mais par contre, je pense pas que ça fasse avancer le schmilblick de se lancer à la figure ces déclarations des uns et des autres, parce qu'à chaque déclaration totalement délirante d'un côté, on trouvera l'équivalent de l'autre côté, et donc ça se terminera par un match nul. De ce fait, c'est pas la peine de commencer le match. Oui. Alors, plusieurs choses maintenant. Je commence juste rapidement par rapport à la question de génocide. Ce qui se passe à Gaza depuis le 8 octobre ne peut être qualifié qu'un processus génocidaire. Pourquoi je dis génocidaire ? Premièrement, la définition du génocide ne stipule pas l'extermination de toute une population. La définition, elle est très claire. De toute ou d'une partie d'un groupe qui est bien déterminé par rapport à son appartenance nationale, de race, ethnique, etc. Et ce qui se passe à Gaza, dans ce sens-là, est une extermination d'une partie d'un groupe
parce qu'il est gazaoui, parce qu'il est palestinien. Il n'y a pas d'autre explication, il n'y a pas d'autre factualité. Il y a 23 000 morts civils jusqu'à maintenant, plus de 1% de la population, c'est-à-dire c'est l'équivalent en 3 mois de près de 700 000 Français. Donc 23 000 sur les 2 200 000, c'est à peu près 700 000 sur les 67 millions de Français. C'est une extermination d'une partie d'un groupe. Ça, c'est de 1. Dans la définition du génocide, il y a également tout ce qui nuit à la santé mentale, physique et à l'existence d'une population. Il y a plus de 56 hôpitaux, centres médicaux qui ont été détruits, pas d'une manière juste parce qu'il y a des bombardements, mais d'une manière systématique. Il y a 57 ambulances qui ont été détruites. Selon Save the Children, il y a chaque jour 10 enfants palestiniens qui ont une jambe ou deux amputées, et dans 30% des cas, sans anesthésie. Dans la définition du génocide, tout ce qui nuit à la continuité de la vie d'une population est qualifié d'un acte génocidaire, imposé, comme l'a dit, non pas un responsable israélien, mais le ministre de la Défense israélienne, imposer un siège, un blocus, où ni l'eau, ni l'électricité, ni le carburant, ni les médicaments, ni la nourriture peuvent entrer. C'est un processus génocidaire. Les Nations Unies, l'UNICEF, l'UNRWA, Médecins sans frontières, Médecins du monde, le CICR ont tous évoqué le fait que plus de 80% de la population de Gaza est en risque de famine et en risque de maladie. Il y a des milliers de femmes qui n'arrivent plus à accoucher dans des conditions même pas normales, mais de minimum de dignité humaine et de santé humaine, et cela est également qualifié comme étant nuire aux naissances dans la catégorie ou dans le groupe de la population ciblée. Donc il y a un processus génocidaire, et la demande de l'Afrique du Sud, elle est par rapport à deux choses. Et là où, dans une semaine, la Cour internationale de justice doit trancher, c'est d'appeler immédiatement au cessez-le-feu. Ça, c'est un. Après, pour déterminer si le terme génocide va être adopté ou utilisé, ça va prendre du temps. Mais selon des centaines, voire des milliers de juristes, à commencer par le monsieur Holocauste, je parle de Segal, qui est l'un des plus grands historiens de l'Holocauste, il a dit dès le début, « It's a textbook of genocide ». C'est un cas d'étude de génocide. Il y a des centaines, Craig Mokayber qui a démissionné des Nations Unies, il y a 9 officiers des Nations Unies qui ont appelé immédiatement à arrêter cette guerre parce qu'elle devient génocidaire. Il y a plein de preuves et plein de matières pour montrer que ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est à peu près, d'un point de vue juste statistique, même si les vies ne peuvent jamais être des statistiques, c'est 20 fois le 7 octobre. Donc il y a pas seulement des déclarations de part et d'autre, mais il y a des mesures et des pratiques, et il y a la capacité de mettre en place la destruction quasi totale. 65% des habitations de Gaza, dont 80% des habitations du Nord, ont été rasées. Donc ce n'est pas juste des déclarations et quelques bombardements. Ça, c'est de un. De deux, moi je suis un peu surpris d'évoquer l'histoire à partir du Hamas. Hamas est né en 1987, 20 ans après l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie. Tous les membres du Hamas n'étaient même pas nés quand Israël a envahi et a occupé les territoires palestiniens le 6 juin 1967. Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Et depuis 1967 et jusqu'à la naissance du Hamas en 1987, tous les mouvements palestiniens, nationalistes, de gauche, laïcs, marxistes, ont été qualifiés par Israël de mouvements terroristes avec lesquels on ne négocie pas. Jusqu'à ce qu'il y a eu le processus de paix et Oslo, après tout ce qui est tract ou diplomatie et les échanges qui n'étaient pas officiels, ils ont été reconnus, il y a eu négociation. Depuis 1987, avec la montée du Hamas, et juste d'un point de vue de sciences politiques et rien à voir avec des convictions, le Hamas ne peut pas être qualifié de mouvement djihadiste. Parce que les mouvements djihadistes sont qualifiés comme des mouvements qui prônent le djihad d'une manière qui n'a rien à voir avec les territorialités
et les temporalités des causes. Or, le Hamas, c'est un mouvement islamiste nationaliste palestinien qui n'a jamais opéré au-delà de la territorialité du conflit israélo-palestinien. Ça peut être en Israël reconnu internationalement, oui, parce que le Hamas ne reconnaît pas Israël, comme Israël n'a jamais reconnu de toute son histoire l'existence d'une entité palestinienne et d'un peuple palestinien. Donc il n'y a pas à ce niveau une question qui est d'aller au-delà. Hamas n'opère pas en France, n'opère pas au Canada, n'opère pas en Australie comme le font Daesh et Al-Qaïda, qui sont les seuls deux mouvements djihadistes qui existent sur cette planète. Les autres sont dans des logiques parfois de violence spectaculaire, oui. Le 7 octobre, c'était comme le 11 septembre, comme vous avez dit, une violence spectaculaire qui cherchait à impressionner par l'impact de la violence d'une manière spectaculaire. Et à ce niveau-là, oui, Daesh avait fait la même chose, mais aujourd'hui, il y a aussi, si vous regardez les réseaux sociaux, des centaines, voire des milliers de vidéos de soldats israéliens commettant des crimes, des jeeps qui écrasent des cadavres à Tulkarm, en Cisjordanie, il y a 2 jours, des soldats qui dansent sur des ruines, des soldats qui montrent des cadavres et qui les insultent. Il y a des tombes palestiniennes qui ont été creusées et on a pris les cadavres. Donc la spectacularité et la barbarie de la violence ne qualifient pas un mouvement de djihadistes ou pas, ni évidemment un État de djihadistes ou pas, mais l'usage du djihadisme qui a été dès le début adopté par la propagande israélienne, c'était pour faire immédiatement une similarité entre Hamas et Daesh. Or, idéologiquement, c'est très différent. Hamas sont issus des frères musulmans, Daesh c'est un salafisme djihadiste qui combat les frères musulmans. Et d'ailleurs, Daesh et Hamas se sont affrontés dans le camp de Yarmouk des réfugiés palestiniens à Damas, et Daesh a massacré des centaines de membres du Hamas, et à Gaza, Hamas a écrasé Daesh. Donc il n'y a pas Est-ce que cela rend Hamas fréquentable? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est aux Palestiniens et aux Israéliens de décider qui les représente, parce que aussi du côté palestinien, on peut dire qu'on ne se sent pas en sécurité en la présence d'un Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, ou d'un Smotrich, ministre des Finances. Tous les deux sont des exterminateurs, sont des éradicateurs, et on peut dire qu'on n'est pas non plus en sécurité avec la présence de colons qui, depuis quelques jours maintenant, puisque c'était la saison des olives, sont en train de piller des champs palestiniens, parfois même de tuer des Palestiniens, de voler leurs olives. Donc il y a de part et d'autre, dans ce cas-là, des vétos, et les Israéliens n'ont pas plus de droits que les autres. Quand j'entends que du côté du Nord, on a besoin de sécurité, du côté libanais, on a eu 22 ans d'occupation israélienne, avec 34 000 morts civils libanais et palestiniens au Liban, avec un siège de Beyrouth que j'ai moi-même vécu, avec le bombardement aérien de la capitale du pays. Donc dans ce cas-là aussi, on a le droit de dire qu'on ne veut pas de l'armée israélienne sur notre frontière. C'est une armée qui nous a massacrés pendant des décennies. Si on sort de ce cadre-là et on ne met pas des conditions et considère qu'on est supérieur aux autres et que nos vies comptent plus que les vies des autres, là on peut commencer à voir d'une manière réaliste ce qui se passe sur le terrain, les émotions, les calculs, les intérêts. Et moi, je pense, pour le moment, en tant qu'observateur engagé, que ni du côté israélien, ni de l'autre côté palestinien, après tout ce qu'ils vivent et tout ce qui se passe, et après, encore une fois, il faut le rappeler, depuis 2007, la bande de Gaza est assiégée. Depuis 2007. Ça fait, jusqu'au 7 octobre 2023, 16 ans de siège et d'humiliation. La même chose du côté de la Cisjordanie par rapport au checkpoint, par rapport aux colons, par rapport à l'humiliation quotidienne. Donc aussi du côté palestinien, il y a énormément de frustration, de colère, de peur, de crainte, ce qui fait que je reviens à la question de l'intervention internationale. Et il faut imposer un processus de paix, imposé, et c'est les États-Unis qui peuvent surtout le faire. Ils donnent des milliards de dollars chaque année à Israël. Ils fournissent aux Israéliens un grand matériel militaire et logistique. Donc du côté américain et du côté européen, et oui, pourquoi pas les sanctions ?
Pourquoi, quand on ne viole pas le droit international, on n'est pas sanctionné? Pourquoi, non seulement ça, on continue à encourager la violation du droit international? Pourquoi on accepte qu'on importe en Europe des produits qui sont fabriqués ou qui sont produits dans les terres palestiniennes occupées? C'est un pillage des ressources palestiniennes. Donc, il y a une nécessité d'imposer des sanctions. Il y a une nécessité d'arrêter avec la politique de 2 poids, 2 mesures. Hamas est né en 87. Ce n'est pas à ce moment-là où la question a commencé. Elle a commencé bien avant. Il y a évidemment aujourd'hui un problème de représentation politique palestinienne. On ne peut pas le nier. Il y a aussi du côté israélien un leadership qui n'est pas pour la paix, d'où l'importance d'imposer un processus. Sinon, je crains, et on était en train de plaisanter avant, si quelqu'un a une note d'optimisme, c'est bien de finir avec. Si on ne trouve pas aujourd'hui une force de l'extérieur qui amène les 2 camps à un processus de paix, on ne va pas y arriver. Ni le rapport de force sur le terrain impose aux Israéliens des compromis et des concessions. Malgré tous les mythes et les illusions, l'arrogance de la force et de la puissance, elle est toujours là. Ni du côté palestinien, il y a une capacité à modifier les choses et à trouver un processus menant à l'émergence d'un État qui vit en paix avec les autres États et avec son voisin. Donc oui, après, il peut y avoir une créativité par rapport à la liberté de circulation, par rapport à être un résident au-delà d'une frontière nationale. Mais encore une fois, la loi que vous avez évoquée, dans un État où on a plus de droits si on est citoyen juif, et on peut dire aussi que du côté palestinien, si jamais il y a un groupe au pouvoir avec une doctrine islamiste, il va également donner plus de droits à l'appartenance religieuse. Ça, c'est un autre problème auquel il faut faire face aussi. D'où ce que j'avais évoqué, la nécessité d'un État démocratique laïque. Est-ce qu'elle est faisable maintenant? Non. Est-ce qu'on peut penser à une confédération, à un État fédéral, à un État binational, comme ça a été dit? Oui, le Fatah l'avait évoqué. Oui, il y avait une certaine gauche israélienne qui l'acceptait. C'est de l'histoire maintenant. Mais on n'a pas vu d'autres alternatives qui sont plus convaincantes et plus réalistes et plus, disons, réalisables. Donc, on peut toujours penser, pour un premier temps, d'un cessez-le-feu, un deuxième temps, des reconstructions, des compromis de part et d'autre, mais notamment par rapport à la colonisation et par rapport au siège et au blocus de Gaza, pour après évoluer dans d'autres démarches. Et pour les Palestiniens, c'est vrai, il y a en Israël 20%, 22% de la population qui est d'origine palestinienne, qui est palestinienne, mais qui a la citoyenneté israélienne. Mais si jamais il y a des colons qui vont rester dans les territoires occupés, la question du droit de retour des réfugiés palestiniens qui sont au Liban, qui sont en Syrie, qui sont en Jordanie, qui sont partout dans le monde, doit se poser aussi. Quel droit, où, comment? Donc, si on veut trouver des solutions, il me semble qu'il ne doit pas y avoir de tabou à dire les choses comme elles sont et à ne pas rester juste dans un siège qu'on s'impose en considérant qu'on est tout le temps menacé. Parce que cela s'applique à tout le monde, on est tous menacés. Et on peut vivre ensemble dans un pays sans trop s'aimer. Je suis désolé. S'il y a un état de droit et un minimum de justice, on n'est pas obligé d'être amoureux les uns des autres. Tu parles de la France. De n'importe quel pays, du Liban, de mon pays, de n'importe quel pays. Je pense d'Israël même, des États-Unis, du Brésil, de l'Italie aujourd'hui. C'est où on a l'idée d'une passion commune, sauf dans des moments précis peut-être. Donc on peut réinventer l'histoire. Et cette terre qui sollicite et qui suscite tellement d'émotions, de mobilisation. Il faut la réinventer. Il faut la réinventer, exactement. Il faut la réinventer. Et je suis désolé s'il n'y a pas des réponses précises ou des propositions concrètes, mais je ne pense pas il ne peut pas y en avoir en l'état actuel. Ouais. Maintenant, il est clair qu'il doit y avoir une cessation des combats. Maintenant, il est clair aussi que cette cessation des combats ne peut pas intervenir sans simultanément y ait libération des otages. On imagine mal qu'on va arrêter les combats
Et puis après, on va commencer à discuter sur les modalités de Non, mais il libération. peut y avoir des échanges, comme il y a eu dans le temps. Il y a eu pour Chalit et autres. Un échange, il y a des milliers de détenus administratifs palestiniens qui n'ont jamais été accusés ni jugés. On fait des échanges. Non, C'est ni vous ni moi, mais on. ok, à la différence près que ces prisonniers palestiniens reçoivent la visite de la Croix-Rouge, reçoivent les médicaments, ont la possibilité d'écouter les radios. Tous, même les prisonniers, même ceux qui sont administratifs sont identifiés. Les rapports des organisations de droits humains israéliens évoquent l'annonce. Voilà, on va commencer. Vous pouvez la reprendre sans problème, ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de conclure. J'ai noté donc Julie, Kevin, Oriane, Gilles, une femme peut-être après. On va terminer demain matin. Sinon, on finira avec Jean-Noël. Julie. Oui, donc justement pour intervenir sur la Croix-Rouge, notamment le CICR à ce niveau-là, je rappelle que le CICR agit sur mandat et sur saisine. C'est une des rares associations qui est indépendante, qui est neutre, qui agit dans tout contexte et quelles que soient les personnes et les conflits impliqués. Donc forcément, il y a eu différentes libérations. Il y a les bénévoles et les salariés de la Croix-Rouge qui, en France ou ailleurs, sont régulièrement interpellés sur ce type de questions. Mais on rappelle que cette association agit pour toutes et tous, donc il n'y a pas de sujet, voilà. Enfin, à mon sens. Et effectivement, lorsqu'on agit, la première des choses, c'est d'agir aussi en forme de protection selon les conventions de Genève. Donc on ne va pas n'importe où et n'importe comment. Moi aussi, j'ai été membre d'Amnesty International entre 1999 et 2001. Et effectivement, parmi les actions que nous avions, effectivement, la cause israélo-palestinienne a toujours été présente dans nos pétitions et autres. Et justement, la gageure de ces associations, notamment, c'est aussi d'agir pour toutes et tous sans être sectaire comme certains groupes de façon légitime, hein, qui, pour des questions personnelles et autres, agissent pour leur cause. Hein, mais voilà, justement, prendre le problème d'ensemble, c'est essentiel pour rassembler de l'amitié entre les peuples. Merci Julie. Kevin. Merci beaucoup à nos invités. J'ai reçu un premier. Merci Maxime. Mais merci beaucoup à nos invités. C'est vrai que c'est un peu une gageure et vous l'avez rempli cette mission. C'est vrai d'avoir un propos clair. L'espoir, c'était pas forcément l'objectif. Je crois qu'on l'a dit en début d'échange, mais d'avoir au moins un regard éclairé sur le sujet. L'objet, on a voulu intituler ça et remettre dans du temps long en inscrivant ça sur 30 ans, 31 ans, même après les accords d'Oslo. Et c'est vrai que si on reprend la cartographie, la situation à ce moment-ci et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a bien changé. Vous évoquez rapidement la sociologie, c'est vrai qu'on a en Israël une sociologie israélienne qui a énormément évolué, avec une immigration en particulier qui a bougé énormément la sociologie électorale du pays, pas tant religieuse, mais plus nationaliste. In fine, on le voit dans cette droitisation, extrême droitisation nationaliste, plus que religieuse, vraiment, je le pense, sur la situation israélienne. Une Palestine, territoire palestinien avec une jeunesse désabusée, avec un Hamas qui est aujourd'hui sans légitimité profonde, qui a perdu cette figure tutélaire d'Arafat qui était une figure de proue et qui pouvait permettre de faire accepter le compromis à une société palestinienne qui avait souffert elle aussi. On a une situation régionale qui a également fortement évolué. On évoquait tout à l'heure les acteurs régionaux, je pense au Liban, qui était aussi un bon exemple d'une démocratie malgré elle, de personnes qui vivent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix de vivre ensemble et qui, bon an, mal an, depuis quelques dizaines d'années, vivent tout de même ensemble. On a, et c'est vrai avec cette stratégie aussi américaine qui, depuis quelques années, dizaines d'années, consistait à aussi
saucissonner la paix en trouvant à coup d'accords, des accords de paix avec les pays de la région. Et on voit cette tentative à l'heure actuelle avec l'Arabie Saoudite, qui est un acteur qui a plusieurs jeux complexes sur la zone et qui, je crois, aujourd'hui revenait à sa position et qui conditionnait avec la solution à 2 États pour signer une paix avec l'État d'Israël, qui paradoxalement, sans aucun amour vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais du fait de son poids et de ses liens au final très privilégiés avec Israël, avec des accords qu'ils ont tout de même, a peut-être au final un poids important, également en raison du retrait partiel des États-Unis du secteur et de la reprise en main, enfin du moins de l'importance plus forte de l'Arabie Saoudite dans le secteur. Et puis à l'échelle internationale, une situation qui s'est fragmentée avec l'émergence de nouveaux acteurs. J'en ai pour 1 minute, avec 30 secondes. Avec la Chine. C'est vrai que la Chine est a une position assez silencieuse, enfin qui est toujours sur une vision finale. On ne me critique pas, je ne veux pas qu'on critique ma politique intérieure, donc je ne critique pas les autres politiques. Mais c'est un acteur aussi qui je pense, intéressant aussi à avoir son rôle dans la situation. L'Union européenne qui a toujours pas qui est un acteur économique ultra important, mais qui se meurt de ne pas avoir de puissance en tant que telle. Et je pense que on a nos élections européennes où on sera un des acteurs. Donc aussi, c'est un champ qu'on doit investir. Et puis au final, beaucoup d'espoir sur les États-Unis. On le voit aussi, une scène américaine qui évolue beaucoup, fortement. On voit, avec quelques excès, quand même, il faut aussi le souligner, mais aussi on voit Joe Biden qui bouge aussi dans sa position. On avait une forme de consensus sur la situation bipartisan aux États-Unis, et on voit qu'aujourd'hui le Parti démocrate traverse aussi, d'une certaine manière, comme la gauche européenne, par des courants différents. Et moi, je pense on voit que Anthony Blinken a recommencé une tournée aujourd'hui au Proche-Orient. Je ne sais pas si elle sera fructueuse. Mais en tout cas, ça oblige Joe Biden à complexifier sa pensée, à complexifier sa position. Et que s'il arrive à tirer parti, et avec bien sûr cette pression électorale qu'il a avec ses élections en fin d'année, moi, je parie énormément sur cette situation, et on peut l'espérer avec force internationale, etc. Tout ça me paraît bien ambitieux, mais il faut en tout cas être ambitieux. Peut-être avec un alignement entre, d'une certaine manière, ces élections américaines qui vont pousser peut-être Joe Biden à prendre des risques, puisqu'il en aura un intérêt sur la scène intérieure, avec une Arabie Saoudite qui veut rentrer dans le jeu en fixant des conditions, mais a quand même aussi des leviers d'action. Et on peut l'espérer, l'Union européenne, mais ça, pour nous, ça continuera à être de l'espoir, mais on va aussi ici d'y travailler. Donc merci à vous. Alors ensuite, j'avais noté Oriane. Merci beaucoup déjà d'être là ce soir. Moi, je travaille un peu dans le milieu des médias, et c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient beaucoup sur ce conflit, c'est sa couverture médiatique. Il y avait par exemple l'audition du PDG de l'AFP qui racontait les difficultés qu'ils avaient à couvrir le conflit parce que les locaux ont été détruits à Gaza, et que même du point de vue en fait de leurs correspondants locaux, ils ont énormément ils travaillent dans des conditions qui sont complètement lunaires, dans une tente, parfois même sans électricité, avec une partie de leur famille qui est décédée. Et je voulais savoir un peu quelle était votre perception de la couverture médiatique depuis, si vous voyez une évolution depuis le début du conflit, et si selon vous il y a des zones d'ombre qui persistent encore aujourd'hui par rapport à ce conflit-là, sachant qu'on voit aujourd'hui que c'est aussi devenu une forme de guerre de l'information. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi ça m'est arrivé plusieurs fois sur YouTube d'avoir des pubs en provenance d'Israël qui étaient axées du coup directement sur le conflit, et c'est vrai que pour l'instant on a du mal à encadrer ça, et je voulais un peu savoir votre perception sur ces questions-là. Gilles. Oui, alors merci beaucoup pour cette brillante intervention ce soir sur cette guerre qui nous touche, nous affecte tous à différents niveaux. Effectivement, ça a été beaucoup abordé. Je crois effectivement que la géopolitique internationale est un des sujets majeurs de cette affaire, même si rien ne justifie les actions qui ont eu lieu le 7 octobre, et puis ensuite la guerre totale que vous avez dit tout à l'heure. Mais effectivement, une histoire de géopolitique internationale, puisque
dans les années 90, effectivement, quand on a eu la chute du mur de Berlin, quand on a eu l'éclatement de la Yougoslavie, avec justement l'intervention des forces de l'ONU, des casques bleus et tout ça, on avait une dimension internationale reconnue avec l'ONU, avec des présidents américains ou russes, je pense à Gorbatchev, Clinton, qui tenait la route, et puis aussi en Europe un certain nombre de présidents qui tenaient la route, président, premier ministre, puisque je pense en particulier à Mitterrand et Kohl, qui avaient beaucoup agi, notamment par rapport à la chute du mur de Berlin, parce que ça ne s'embrasse pas sur la frontière est de l'est de l'Allemagne. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, je partage votre avis que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas du tout les acteurs politiques majeurs nécessaires pour résoudre ce conflit. Et ça, je trouve ça, c'est un peu désespérant. J'espère qu'ils vont vite arriver dans le paysage politique israélien, palestinien, pour espérer quelque chose. Après, j'aurais deux autres petites questions sur le rôle possible des différents pays du Proche et du Moyen-Orient, ça a été évoqué un peu par Kevin Avet tout à l'heure, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit l'Égypte, et puis un pays qu'on a oublié, je ne sais pas s'il peut avoir un rôle, mais en tout cas il a un rôle de médiation, qui est le Qatar. Je ne sais pas quel rôle peut jouer ce pays dans ce conflit. Et la dernière question, c'est sur le rôle de la jeunesse. La jeunesse pour la paix, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit palestinienne. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle peut faire bouger les choses, même si la population palestinienne peut être désabusée, même si la population israélienne a certainement bougé? J'ai entendu parler de changement de la sociologie de la population israélienne. Est-ce que la jeunesse de là-bas peut pousser les choses vers la paix? Voilà ce que je veux dire. Merci Gilles. J'ai pas de femmes pour s'inscrire. Aussi, je veux bien. Si. Alors, on t'écoute, ensuite Jean-Noël. Je vous donne une petite question rapide et après je laisserai, messieurs, 4 minutes exactement pour conclure. Oui, bonsoir. Merci pour cette intervention. Moi, je voulais avoir votre avis sur les sondages qu'on entend concernant le pourcentage de la population palestinienne à Gaza, qui soutient le Hamas. Et voilà, et comment expliquer. Et en particulier, si ces chiffres sont vrais, comment ces personnes, enfin, on peut comprendre qu'elles soutiennent dans une réaction de défense en fait, et puis on peut, puisque le discours peut-être qu'on leur raconte, qu'elles ont envie de croire. Par contre, est-ce qu'ils ont eu accès aux vidéos atroces que nous avons vues concernant le 7 octobre? Si oui, comment ces personnes réagissent? Est-ce qu'elles ne veulent pas y croire, justement, que ça ne s'oppose pas à leur soutien? J'essaie de comprendre tout ça. Voilà, ce sont les questions que je me pose. Oui. Comme Kevin nous a fait un grand balayage géopolitique, je vais aller plus vite. Non, je suis venu parce que c'est vrai que la question se posait sur les accords d'Oslo, et moi j'ai travaillé à l'époque sur cette question, et dans les années 80, dans le cadre du comité Curiel, où on faisait les premiers rapprochements, enfin c'était peut-être pas les premiers, mais enfin des rapprochements avec les généraux israéliens. Vous connaissez peut-être le général Mati Pellet, qu'on a rencontré avec Claude Bourdet à Paris, avec Sartawi, qui était le bras droit d'Arafat. Enfin, on faisait tout ça en secret. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une problématique que vous n'avez... Enfin, et ce qui change beaucoup dans ce conflit, parce que je me suis dit, là, le 7 octobre, on revient, on efface tout, et puis on repart à cette époque-là. Il y a quand même une problématique dont vous n'avez pas parlé, enfin pas en tant que tel, c'est le fait religieux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui change, Arafat était laïque, il se battait sur des problématiques laïques. Aujourd'hui, là où on ne peut pas être d'accord à la fois avec le Hamas, c'est que ce sont des faits religieux. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien est devenu un gouvernement religieux. Est-ce que c'est pas ça qui va être la problématique majeure et qui va empêcher finalement, et qu'il faut sortir absolument de ce débat-là? Donc moi, une fois que j'ai dit ça, j'avais des petites questions. Est-ce que justement, ça revient à la question de Florence aussi,
est-ce que dans la société, dans les Palestiniens aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui sont hors, justement, religieux? Et il y avait un papier dans Le Monde là, où on parlait aussi de la jeunesse israélienne qui était beaucoup plus peut-être pro-accord, etc., qu'auparavant. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qui nous permettrait d'être un peu optimistes? Et après, moi je suis surpris, j'ai beaucoup travaillé après avec la Tunisie, j'ai rencontré des Tunisiens récemment. Je trouve qu'il y a une vieux... Enfin, c'est là où Israël a perdu cette bataille géopolitique, là, pour le coup. J'ai trouvé des gens qui étaient très proches, très, très occidentalisés, qui disaient mais la position française est nulle, alors que bon, on peut peut-être pas, mais on n'a pas été aussi. Et enfin, en fait, la rue arabe, ce qui après revient à l'antisémitisme, etc., c'est un fait important. La question aussi, moi je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi la position de Biden? Biden va probablement perdre les élections américaines sur cette problématique-là. Les latinos qui l'ont élu le quittent, les noirs américains le quittent aussi sur cette question-là. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ce veto? J'avoue que je ne comprends pas. Je m'arrête, ça a sonné. Quelqu'un, une dernière ou je... Bah écoutez, je vais conclure en posant moi aussi une question. Enfin, je vais essayer de conclure, mais je pose aussi une question qui moi m'intéresse. C'est sur l'importation du conflit aujourd'hui en France. Moi, je vois la complexité que ça a été juste d'organiser ce débat, finalement, de réfléchir à deux personnes à mettre côte à côte, qui ont des points de vue différents, des convergences, des différences, etc., mais qui sont prêts à discuter ensemble. Et moi, je le vois quand j'ai envoyé l'invitation à des gens que je connais, de ma communauté, etc., ou d'autres, les réponses qui peuvent être très violentes d'inviter à ce moment-là deux personnes pour parler du conflit et qui ne soient pas juste des militants d'un côté ou de l'autre et qui sont prêts à discuter ensemble, à réfléchir ensemble. Et quand on voit aujourd'hui l'augmentation des actes antisémites, quand on voit l'augmentation des actes d'islamophobie, quand on voit finalement, et c'est la question, je ne sais plus qui posait sur la question religieuse, c'est que ça porte aussi chez nous. C'est-à-dire que finalement, il y a deux communautés au sens large et qui veulent plus parler, qui se font la guerre, et qui, même à l'intérieur des communautés, moi je vois la violence que ça peut être dans la communauté juive, des termes, des mots employés, etc., même au sein de la communauté de ceux qui prônent la paix finalement. Donc comment on fait? C'est une question très vague, et si vous y répondez en moins de 4 minutes, je vous admirerais pour ça. Mais c'est 4 minutes pour chacun. Vous avez quelle question? Sinon on arrive au prochain Conseil de Paris, Geneviève, et ça va être... finalement, c'est comment on arrive à mettre des gens autour d'une table, prêts à discuter, prêts à pas être d'accord, mais prêts ensemble à finalement à dialoguer comme on le fait ce soir, parce que je pense que c'est pour ça que j'ai voulu monter ce débat et que Kevin et moi on a voulu le faire ici, dans ces conditions-là, c'est-à-dire dans un contexte militant, et dans un contexte militant ou sympathisant, mais de gens qui ont des convictions politiques et qui ont envie de les mettre en place et qui ont envie de dépasser leur communauté d'origine. Et voilà, moi je me posais cette question, et si l'un de vous a une réponse à m'apporter, parce que moi je souffre beaucoup de ça et je galère un peu. Messieurs, je vous laisse 4 minutes chacun pour conclure. Bon courage. Et Tu commences. Ok. Je vous laisse commencer. Ouais. Si tu restes sur 4 minutes. Reste sur 4 minutes. Vraiment. Go. Go. Ok. Non, je commence rapidement par la question Biden parce que je la suis un peu. Alors, les calculs sont aux États-Unis. D'un côté, Biden et son administration considèrent qu'il y a encore un peu de temps et que si jamais d'ici novembre prochain, entre un cessez-le-feu et le début d'un processus politique, vu les démarches de Blinken, ses visites dans les régions, le rôle que certains acteurs, notamment du Golfe, peuvent jouer, avec un possible aussi accord nucléaire, sanctions avec l'Iran, peut-être cela va le booster, ça c'est d'un côté. De l'autre, il y a des calculs chez la campagne de Biden qui considèrent que les démocrates d'origine arabe ou qui sont proches de l'aile gauche du Parti démocrate, notamment le squad, comme on les appelle, les 6 députés femmes et noirs, latinos, et puis le Black Lives Matter, tous ces groupes-là qui sont aujourd'hui considérés pro-palestiniens, vont devoir voter pour lui, ou du moins être très mal à l'aise quand il y a en face de lui Trump. Donc il considère que ça peut finalement le sauver,
si jamais il y a aussi un processus maintenant, ça c'est de 1. De 2, il y a des États que les machines électorales là-bas calculent. Il y a Michigan, swing state, où le vote d'origine arabe joue un rôle, mais il y a aussi la Floride, swing state, où le vote juif de droite en général, mais qui s'est avec le temps rapproché du centre, qui n'aime pas trop Trump, qui comprend aussi des personnes qui prennent leur retraite et vont vers le sud, vers le beau temps. Donc là-bas, il y a une base pro-israélienne qu'ils prennent aussi en compte. Il y a des calculs de ce genre, mais rien n'est clair pour le moment. Par contre, il y a une politique américaine qui, depuis le 11 septembre d'ailleurs, c'est après une série de guerres en Afghanistan et en Irak, commence à se repositionner par rapport au Moyen-Orient. Elle est beaucoup plus centrée sur le Pacifique et sur la Chine. Et Obama l'avait montré, y compris par la non-action en Syrie, malgré toutes les catastrophes. Donc là, ils sont rattrapés par le 7 octobre, après une illusion qu'eux-mêmes, pas seulement le gouvernement israélien et certains gouvernements arabes, mais même Blinken se félicitait du fait qu'on peut avoir Émirats, Israël, Arabie, Israël, Bahreïn, Israël, Maroc, Soudan, Israël, et on oublie les Palestiniens. Ça a éclaté, et voilà la question de retour. Donc les Américains sont vraiment, je pense, dans une posture d'hésitation, et ils essayent, mais ils sont très prudents. Pour les acteurs de la région, oui, le Qatar veut jouer un rôle. Le Qatar veut qu'on revienne à une configuration qui distinguait entre la branche politique du Hamas et sa branche militaire. Le Qatar héberge d'ailleurs les chefs politiques du Hamas, et il essaye de jouer le rôle de médiateur par rapport aux négociations, y compris des otages, prisonniers, cessez-le-feu. Donc oui, il veut se repositionner par rapport à cette question, et il a des atouts et des connexions de part et d'autre. Il y a deux acteurs qu'on ne cite pas suffisamment, mais qui sont effrayés par ce qui se passe, la Jordanie et l'Égypte. Évidemment, le Liban, parce qu'il y a la question de la frontière, mais Égypte et Jordanie, c'est par rapport au possible déplacement de Palestiniens vers le Sinaï, comme le voulaient plusieurs responsables israéliens, ou même si ça éclate davantage en Cisjordanie, c'est la situation jordanienne qui inquiète. Les monarchies du Golfe sont rentrées depuis quelque temps dans une autre logique, celle de la relation avec la Chine et l'Inde, beaucoup plus que rester très concerné par l'Europe et l'Occident. Il y a le chemin Chine-Turquie vers l'Europe, mais il y a aussi Inde, Dubaï, qui passe par l'Arabie vers Israël, vers l'Europe. Donc ils sont dans une autre configuration, et ce qui se passe les inquiète aussi. La Turquie est un acteur régional important qui peut avoir des liens avec le Hamas et qui a des liens d'ailleurs, comme il peut avoir des liens avec les Israéliens au niveau des services de renseignement, et ils ont des liens, bien qu'il y a des tensions aujourd'hui, ils peuvent jouer un rôle. Malheureusement, l'Europe ne pèse pas suffisamment. Ça, c'est une question qu'il faut aussi repenser en tant qu'Européens. Et les Russes et les Chinois, oui, la Chine toujours prudente par rapport à tout ce qui est politique, ils s'abstiennent, ou ils ont un grand projet, ils ont élargi le port de Haïfa, en même temps ils sont concernés par des projets peut-être de reconstruction plus tard ailleurs, Gaza, etc. La Russie, avec son obsession aujourd'hui ukrainienne, reste aussi en retrait, donc n'est pas très engagé dans cette question-là. Je termine par rapport à la question des médias, et je vais être très bref. Oui, il y a eu un sentiment chez beaucoup de gens qu'il y a des différences, évidemment, entre les médias, on ne peut pas les mettre dans le même sac. L'audiovisuel privé a été je me permets de le dire comme ça, dans une propagande pro-israélienne, et on n'entendait même pas ce qu'on peut lire, par exemple, dans Haaretz ou dans 972. Le porte-parole de l'armée israélienne était un invité chaque jour, et tout ce qu'il disait, on le prenait. Je parle des médias privés, de l'audiovisuel, et notamment du visuel, des chaînes de télévision. La presse écrite, les chaînes de radio étaient un peu plus... il y avait plus de possibilités de lire des choses. Et puis, il y a les réseaux sociaux, où évidemment, il y a l'aspect positif qui libère un peu et démocratise la parole et la couverture, et il y a tout ce qui peut venir avec, fake news, exagération, émotion, antisémitisme, islamophobie.
etc. Et c'est vrai que le fait religieux, j'ai oublié la question, le logiciel religieux s'est imposé de plus en plus dans les deux sociétés. C'est vrai que le phénomène russe a élargi les rangs de la droite nationaliste, mais en même temps, il y a de plus en plus de rhétorique et de métaphores religieuses dans le discours officiel israélien, y compris le discours de Netanyahou sur la guerre actuelle et le mal absolu. Et du côté palestinien, oui, le Hamas a toujours une certaine base sociale pour différentes raisons. Je ne sais pas, il n'y a pas eu d'élection récemment pour la mesurer, mais elle existe, elle ne s'est pas évaporée. Et oui, il y a un sentiment ou des émotions ou des volontés de vengeance par rapport à un vécu palestinien d'humiliation. Et la vengeance de part et d'autre ne peut évidemment pas aider si on parle de reprendre certaines négociations. Mais je termine là. Il faut aussi souligner que, là je ne suis pas d'accord, le Hamas a modifié sa charte en 2017 et de toute façon cette modification, qu'elle soit sincère, démagogique, pragmatique, ça c'est un autre débat, mais ça a été modifié officiellement en 2007 et elle n'est pas de toute façon plus extrémiste que certains discours israéliens qui ne sont pas marginaux, mais qui sont au sein du gouvernement même. Quant aux communautés et à la France et l'importation, je laisse ce sujet peut-être pour un autre débat, parce qu'il me semble qu'il est extrêmement important, et je vis dans mon milieu professionnel, dans des relations sociales aussi, des difficultés évidemment, et les gens n'arrivent plus à s'entendre correctement, et c'est pour ça que j'avais commencé avec la question de la charge émotionnelle qui existe par rapport à cette question, beaucoup plus que par rapport à d'autres questions et à d'autres conflits dans le monde. Si, je vous ai dit que le fait religieux s'impose de plus en plus dans les deux sociétés, le logiciel religieux, et que Hamas a toujours une base sociale. On ne peut pas l'estimer parce qu'il n'y a pas eu récemment d'élection, mais elle existe toujours. Et le désir de vengeance de part et d'autre peut aveugler par rapport à des souffrances de civils et à des attaques. On entend des chiffres quand même, donc c'est qui donne ces chiffres? Il y a plein de sources très fiables. Et il y a des instituts de sondage palestiniens aussi. Oui. Il y a aussi l'UNICEF, le NURWA, Médecins sans frontières, Médecins du Monde. Je suis désolé, on ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire, si on commence à parler, chacun notre tour, ça ne va pas. Il n'y a pas de souci, c'est un débat enflammé. Non, pas enflammé, non, j'ai tout à fait. Qui crée on a envie de parler dessus. Sur le raté, je laisse à vous de. Oui, alors. Bon, par rapport au sondage, il y a des instituts de sondage palestiniens qui sont, sur le plan scientifique, qui sont fiables, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Il est évident que le Hamas a une base sociale, puisqu'on sait bien que le Hamas s'est aussi constitué, bien sûr, sur sa dimension religieuse, mais aussi sur tout le travail social qu'il a fait pour compenser le vide et l'absence de l'État. C'est d'ailleurs la démarche classique des frères musulmans dans différents pays. C'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Égypte, c'est vrai ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, bien entendu, il conserve une base. Cette base s'est érodée de par la corruption liée au pouvoir, aux différences, à la richesse ostentatoire des dirigeants du Hamas. Et on dit, c'est ce qui se disait, que le Fatah montrait probablement, s'il y avait des élections à Gaza, contre le Hamas, et que le Hamas montrait en Cisjordanie contre le Fatah et l'autorité palestinienne, du fait de la corruption, puisque le pouvoir entraîne toujours une perte et les possibilités de corruption. De ce point de vue-là, Israël aura rendu un service à Barghouti, je le dis en plaisantant, en le maintenant en prison et donc en lui donnant une position dorée, entre guillemets, qui lui permet que sa notoriété ne s'est pas érodée, comme ça a été le cas du séjour en prison de Mandela. Bien entendu, ce n'est pas des choses volontaires, mais c'est au niveau des résultats. Puisqu'on a parlé d'Oslo, je ferai juste une remarque d'une certaine continuité entre la situation d'Oslo et d'aujourd'hui, à savoir que Oslo a échoué
pour diverses raisons. Peut-être pas, je ne suis pas persuadé que ça soit lié au fait que les problèmes essentiels, Jérusalem, les réfugiés, ont été évacués. Il n'était pas illogique que dans un premier temps, on essaye de trouver les points d'accord pour créer un climat de confiance et de connaissance réciproque des uns et des autres, pour ensuite aborder les problèmes. C'est surtout que ces problèmes fondamentaux n'ont pas pu être abordés ultérieurement, puisque Oslo a été saboté, d'une part par les extrémistes israéliens qui ont assassiné Rabin, et d'autre part l'alliance sacrée par les extrémistes palestiniens et le Hamas, avec les la multiplication des attentats qui ont assassiné environ 1 millier d'Israéliens et qui ont fait que la gauche, après l'assassinat de Rabin, a perdu le pouvoir, alors que pratiquement on considérait que l'élection de Pérez après l'assassinat de Rabin était dans la poche et que c'était gagné. Et s'il y a eu ce renversement, ça a été lié à la politique d'attentats et de massacres lancée par le Hamas, avec les bus qui explosaient à tout bout de champ, etc. Et donc là, on voit cette rencontre des extrémistes qui, chacun pour des raisons opposées, arrive à un résultat, c'est de faire exploser des espoirs ou des possibilités de paix. Il est possible que si Oslo s'était poursuivi, effectivement, un certain nombre de problèmes fondamentaux qui ont été laissés de côté, comme celui du développement de la colonisation et autres, auraient pu connaître des avancées. C'est des suppositions, avec des si, on peut dire beaucoup de choses. Ce qui est clair, c'est que cette collusion des extrêmes a provoqué l'échec d'Oslo et de la suite, et qu'aujourd'hui, cette collusion des extrêmes avec ce gouvernement israélien ultranationaliste et ce fondamentalisme musulman du Hamas provoque la situation actuelle. Cette guerre du 7 octobre, je le dis, n'a pas été lancée pour libérer la Palestine. Ce n'était pas l'ordre du jour. Elle a été lancée, et ça a été dit, filmée, pour tuer du juif. On sait avec une certaine satisfaction. Encore une fois, ça ne représente pas l'ensemble de la population palestinienne et ça ne représente pas l'ensemble de la population gazaoui, même si la population gazaoui, une partie du moins, n'est pas aussi innocente que ce qui se dit. On a vu les scènes de joie de la population gazaoui quand il y avait eu des massacres antérieurs. On a vu la façon dont les otages ont été accueillis par la population gazaoui, les cris de victoire, les coups qu'ils ont reçus, etc. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les uns et sur les autres. Il s'agit d'abord de reconnaître la complexité si on veut avancer et pas avoir une vision simple, binaire, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a des méchants chez les Israéliens, sauf que c'est pas comparable pour l'instant, en tous les cas, au niveau des massacres, et il y en a au niveau des Palestiniens. S'agissant de la jeunesse, puisque ça n'a pas été abordé de mots, encore une fois, je suis un expert, entre guillemets, de la vieillesse, et j'ai tendance à dire, puisque c'est mon domaine d'incompétence sur le plan professionnel, de dire que la vieillesse, ça n'existe pas. Il y a des vieux, des personnes âgées, avec une définition, qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Mais la jeunesse en tant que telle, elle n'existe pas non plus. Ce n'est pas une catégorie homogène. On a effectivement des gens qui sont très pragmatiques, qui sont dans l'immédiateté, qui veulent une liberté de vie, de pensée, qu'on retrouve aussi bien chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Il y a eu toute une série de documentaires qui ont été réalisés sur des jeunes Palestiniens dans les villes et qui étaient très intéressantes et qui montraient à quel point ils supportaient mal cette oppression de la génération des parents qui leur imposait des souvenirs qui n'étaient pas les leurs, qui leur imposait un mode de vie, cette oppression religieuse, des phénomènes qu'on connaît ici en banlieue où on s'habille d'une certaine façon quand on est dans la cité, quand on est dans la communauté, et puis dès qu'on est dehors,
on s'habille autrement. Phénomène qui existe aussi en Israël, chez des jeunes religieux, par exemple, qui sont dans leur monde ultra-orthodoxe, vivent dans les yeshivot, et qui, de temps en temps, s'enfuient avec des téléphones cachés, puisqu'ils n'ont pas le droit d'en avoir, ils ont des téléphones particuliers, et vont fréquenter des boîtes de nuit, etc. Et il y a une partie de la jeunesse qui est ultra-nationaliste, qui, avec un mode de vie laïque, etc., considère que la question de danger et d'identité nationale est le plus important. Et donc, c'est aussi ceux-là qui votent en Israël pour l'extrême droite israélienne qui est partagée. Dernier point au niveau de la guerre de l'information, c'est évident qu'elle joue. J'aurais tendance à dire, puisqu'elle ne satisfait pas le côté palestinien, entre guillemets, qui se sent mal représenté, etc., elle ne satisfait pas, loin de là, le côté israélien, entre guillemets. Il y a également une question de calendrier, parce que si dans un premier temps, il y a eu le phénomène d'effroi à l'égard du 7 octobre, avec les bombardements, les images, la question des otages a été oubliée. Et ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours, donc on ouvre n'importe quelle chaîne de télévision, c'est Gaza rasé, etc. Et bien entendu, l'empathie, et une empathie, encore une fois, justifiée, parce que moi, et ça sera le dernier point sur lequel j'interviendrai, c'est effectivement cette empathie joue du côté de la population qui est massacrée, et on oublie le pourquoi et le comment de la chose. Et ça rejoint le dernier point sur lequel je veux dire deux mots de l'importation du conflit, avec cette montée des extrêmes, de l'humanité qui est en chacun de nous. Je ne peux pas comprendre, quand il y a eu des photos des otages qui ont été placardés dans Paris, ces commandos qui se sont promenés pour arracher systématiquement ces affiches, comme si on ne peut pas être pro-palestinien et reconnaître le malheur et l'effroi qui touche ces familles et ces gens-là. Et moi, je suis fier, en tous les cas, d'être dans une situation et d'appartenir à un camp qui peut à la fois éprouver plus que de la sympathie, de la compassion et regretter les morts des Palestiniens, qui, lorsque maintenant il y a des affiches avec des photos, vous avez dû en voir de temps à autre, des photos d'enfants palestiniens en disant ce ne sont pas que des nombres, il y a aussi des visages, et de ne pas arracher ce type d'affiche de la même façon et de me trouver horrifié par le fait que des gens, encore une fois, qui ne sont même pas sur place, qui sont à 3000 km, qui vivent dans le coin de Paris, se sentent être plus palestiniens que les Palestiniens ou plus israéliens que les Israéliens. Et ce sont ces gens-là qui représentent le danger et chez les Palestiniens et chez les Israéliens. Je vous remercie beaucoup pour ce débat de très grande qualité. Merci pour les interventions. Je laisse Kevin dire un mot. Et après, il y aura, si vous voulez, sustenter un petit buffet. Alors, le Parti socialiste a quand même du travail à faire à l'intérieur. On n'en a pas parlé ce soir. Le tweet de force pour le prétexte est quand même mal passé chez une partie du camp de l'appel israélien. Et même s'il y a une certaine satisfaction de voir qu'il y a un éloignement de LFI, il y a encore du travail à faire. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais sur lequel vous aurez l'occasion de débattre. Je t'invite à nous rejoindre, camarades, pour avoir avec nous ce débat-là en interne. Je connais les lieux, donc... Mais tu es bienvenu. Et justement, je voulais souhaiter la bienvenue à deux nouveaux camarades, Fatima et Mourad, et aussi Roselle, parce que je ne l'avais pas présenté en assemblée générale. Vous pouvez vous lever comme ça, les autres camarades, et Roselle aussi, parce que tu es aussi... ouais. Donc voilà, bienvenue à vous trois. Et puis voilà, qu'on puisse poursuivre auprès de ce buffet. Je remercie Ariel aussi, qui a...